Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, aussi un abonnement si ce n'est déjà fait. Enfin, vous pouvez partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela. Donc là, dans cette introduction, qui vont être suivies des articles, comme d'habitude, bien sûr, donc disais-je dans cette introduction deux gros sujets. Tout d'abord, les pourparlers de paix, bien évidemment, tous les médias ne cessent d'en parler, donc je suis obligé de vous en parler, mais je vais aussi parler exceptionnellement de ce qui se passe sur le front, brièvement, le front, bien entendu, de Paklovsk et Myrnorad, puisque même les médias ukrainiens ne cessent d'en parler. Et pourquoi ils ne cessent d'en parler? Parce que c'est la panique. Alors autant les médias ukrainiens, on peut le comprendre au niveau militaire et puis même au niveau du pays même, autant on peut normalement ne pas le comprendre pour les grands médias de l'Union européenne qui eux sont en pleine panique, hein, pas parce que les Russes vont venir sur Paris, non, non, c'est parce que le narratif est complètement perdu, hein, dans le sens que, ah non, l'Ukraine n'a pas encore perdu la guerre. Oh, regardez, les Russes, ils ont avancé que de 1% par rapport à toute l'Ukraine. Ah ça y est, là, les sanctions, faut leur donner un peu de temps, ça va faire de l'effet. Là, on vous le jure. Alors, on nous répète toujours la même chose, et même, je pensais qu'ils allaient arrêter les grands médias occidentaux. Non, non, ils ont surenchéri dans la désinformation, hein. Moi, j'ai lu dans le Financial Times que pour l'Ukraine, tout n'était pas perdu, que l'Ukraine pouvait encore gérer la situation, étant donné l'énorme mal des Russes pour avancer, que c'était très 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 difficile pour eux, ce qui pourrait peut-être être un signe d'épuisement. Donc tout n'est pas perdu. Bon, le Financial Times a dit ça, mais aussi The Economist, bref, de grands grands médias, l'ont dit. Bon, ils n'ont pas lâché l'affaire. Bref, j'en parlerai en deuxième partie de cette introduction. Là, revenons pour parler de paix. Donc les pourparlers de paix, vous savez que là, le plan en 28 points a été une fuite venue de Washington. C'est un haut responsable qui a fait la fuite, parce que ça ne peut être que cela, sauf qu'on ne sait pas qui, et puis à mon avis, on ne le saura jamais. Les Russes ont dit que c'était vraiment tout à fait pas normal, que ça manquait de professionnalisme. Alors les Russes, eux, n'étaient pas du tout contents de la façon de faire américaine, pas vis-à-vis du plan de paix, car malgré la désinformation qui disent que c'est une traduction russe, qu'en réalité c'est russe, qu'en réalité ce sont les Russes qui ont fait le plan en 28 points et non pas les États-Unis qui n'ont fait que suivre les directives de la Russie, bref, une désinformation et une propagande absolument grotesque et caricaturale, à un point que les bras m'en tombent en réalité, mais bon, ils le font quand même, hein. Ils ne sont plus à ça près. Bref, on apprend qu'en réalité, ce plan de paix a été fait quasiment exclusivement par les États-Unis, comme d'ailleurs je vous l'avais déjà dévoilé la semaine dernière, et ça a été confirmé par Carlo Rubio lui-même. Bref, tout ça, on n'apprend rien. Donc, disais-je, les Russes étaient vraiment pas contents du manque de professionnalisme des États-Unis, voilà, que cela ne se faisait pas, etc. Ça n'a absolument rien d'étonnant, disais-je, de la part des États-Unis, puisque c'est pas la première fois. Et oui, c'est au moins la troisième fois depuis le début de la guerre. Et cela a peut-être aussi expliqué, avec la victoire russe en Ukraine sur le terrain, qui évidemment est de plus en plus proche, eh bien, ça peut être expliqué aussi le fait que Poutine a déclaré que il ne ferait aucune concession. Donc, je crois que Poutine a été un petit peu poussé à bout. Et puis encore une fois, la victoire étant certaine en Ukraine, évidemment, pourquoi Poutine ferait des concessions? Là, c'est Trump et l'Union européenne qui prennent leur désir pour des réalités en espérant quelques concessions de Vladimir Poutine. Pourquoi en ferait-il? Cela n'a aucun sens, absolument aucun sens. Donc tout cela au niveau des pourparlers de paix fait que tout le monde est un petit peu en panique, parce que
bon, aussi bien les États-Unis que l'Union européenne gesticulent de panique, hein. Alors quand je dis gesticulent de panique, ils font des débats, ils font des pourparlers entre eux, hein, c'est-à-dire entre l'Union européenne, les États-Unis et l'Ukraine, très peu avec la Russie, ou tout du moins en coulisses, ils font des plans de paix entre eux. Donc voilà, et en espérant, en priant très fort que Vladimir Poutine accepte quelques concessions. Mais en tous les cas, voilà, ils ne disent jamais à la Russie, bon, vous, vos desiderata, c'est ça, d'accord, on les prend en compte. Non, jamais. L'Occident ne fait pas ça. L'Occident ignore à dessein les demandes de la Russie, comme d'habitude, puisque l'Occident a toujours méprisé la Russie, et en particulier les États-Unis, bien évidemment. Donc, là, ça les surprend, Vladimir Poutine. Quoi, ça semble les surprendre. Je ne pense pas qu'ils soient sincèrement surpris, mais en tous les cas, ils jouent un théâtre absolument ridicule avec ces pourparlers de paix, ce plan de paix en 28 points qui est passé à 19 points. Voilà, ils font ça entre eux. Il y a une sorte de d'auto-excitation dans l'entre-soi. Et ils sont très contents, ils avancent, ils font des plans de paix, ils font des demandes à la Russie qui sont invariablement rejetées parce que invariablement ridicules. Mais non, ça les décourage pas. Ils continuent, ils continuent, ils continuent jusqu'à ce que la Russie militairement aura atteint tous ses objectifs. Voilà. Alors là, il n'y a que deux options. Soit les États-Unis font exprès de faire capoter le plan de paix, et j'ai envie de vous dire peut-être même avec l'Union européenne, hein, parce que oui, pourquoi je dis l'Union européenne aussi? Parce que ça coûte très très cher à l'Union européenne, mais bon, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, peut-être que les États-Unis ont fait cette fuite sciemment justement pour faire capoter l'aide à l'Ukraine, faire capoter les pourparlers de paix, ce plan de paix à dessein. Comme ça, Trump il pourra dire, regardez, la Russie refuse, moi j'ai fait le maximum. Voilà. Bref, on ne sait pas quel est le plan des États-Unis. Moi je pense que peut-être que c'est un plan sciemment élaboré pour faire capoter le plan de paix afin que la Russie ait ce qu'elle veut. Comme ça, les États-Unis pourront officiellement dire, ça y est, la Russie a gagné la guerre, on tourne la page, nous on arrête avec l'Ukraine, tout du moins les États-Unis. Maintenant, vous vous débrouillez complètement. Vous voyez, moi, Donald Trump, j'ai tout fait, absolument tout fait, hein. J'ai essayé de parler avec Vladimir Poutine, j'ai essayé d'élaborer des plans de paix, hein, j'ai fait le maximum, mais bon, Vladimir Poutine ne veut rien savoir. Vous comprenez, c'est comme ça. Allez hop, on tourne la page de l'Ukraine et on passe au seul sujet qui intéresse les États-Unis en ce moment, c'est-à-dire Taïwan et peut-être plus secondairement le conflit israélo-palestinien. Voilà, et je mettrai en troisième position le Venezuela. Bon, ça c'est selon mon humble avis. Donc, ça laisse l'Union européenne en réalité toute seule, qui elle surenchérit, veut absolument que les États-Unis interviennent. Et d'ailleurs, le plan de paix en 28 points était une trahison de la part des États-Unis. Alors, l'Union européenne n'est vraiment, vraiment pas contente. Il n'est pas question que l'Ukraine cède des territoires. Et Zelensky, lui, bien sûr, comme d'habitude, a dit pareil, il n'est pas question que j'accepte ce plan de paix, je veux bien faire quelques petites concessions par-ci, par-là, mais en aucun cas je ferai les grosses concessions qui permettraient à Vladimir Poutine d'être content. Bref, de faire un cessez-le-feu. Bon, donc tout cela les pourparlers, c'est absolument ridicule, c'est un énorme théâtre que nous voyons sous nos yeux, un théâtre d'hypocrisie immense, et en particulier la part des États-Unis. Et on a toujours le FMI qui va prêter là, 8 milliards de dollars à l'Ukraine, comme si l'Ukraine n'était pas du tout un pays corrompu, n'était pas du tout un pays en banqueroute, n'était pas du tout un pays en guerre, n'avait absolument pas d'argent dans ses caisses. Non, non, on fait comme si tout allait bien avec l'Ukraine. Le FMI continue à donner des milliards comme ils le font depuis déjà 4 ans.
Et on a l'Union européenne qui surenchérit en disant c'est inacceptable, nous allons penser envoyer des troupes sur place, nous voulons que l'Ukraine ait une armée d'au moins 600 000 hommes, etc., etc. Bon, bref, et on sait très bien comment ça va se finir. Ça va se finir par rien. Et oui, il y aura eu tous ces débats, tous ces pourparlers pour rien, parce que la Russie, ben, évidemment, reste droite dans ses bottes. Évidemment, comme c'était prévu depuis le début. Bref, j'arrête là, je vais parler maintenant du deuxième sujet. Donc Paklovsk et Myrhorod s'effondrent comme prévu, énormément de déserteurs. Le problème, c'est que là, aucune fuite possible, hein, ça y est, le chaudron s'est refermé depuis déjà la semaine dernière. Donc là, dans le chaudron, que voulez-vous que les soldats ukrainiens fassent? Eh bien, étonnamment, comme Sielski, le chef d'état-major, n'a jamais eu l'idée d'envoyer un ordre de retrait dans le chaudron de Paklovsk et Myrhorod, hein, il n'a jamais eu l'idée d'essayer de sauver la vie de ses hommes. Non, 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 il a fait comme d'habitude depuis 4 ans, quoi. Comme Zelensky en donne l'ordre depuis 4 ans, c'est-à-dire battez-vous jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et d'ailleurs, ça me rappelle une phrase qu'a dit Vladimir Poutine là lors de sa conférence au Kirghizistan, où il a dit si l'Ukraine continue à se battre, à ne rien vouloir savoir, on combattra comme sont en train de le faire les Ukrainiens, justement jusqu'au dernier des Ukrainiens. Voilà. Et là, c'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Donc, la Russie est très résolue. Et donc, on a là, présentement, dans le chaudron de Myrhorod-Paklovsk, la 25e brigade et la 38e brigade ukrainienne qui va se faire complètement détruire. C'est déjà le cas. Là, on a vu des images où il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui se rendent. Et à mon avis, la grande majorité se rendra. Et j'espère que ce sera vraiment comme ça et qu'il n'y aura pas des soldats ukrainiens qui voudront se battre jusqu'au bout. Bref, c'est extrêmement malheureux. Alors voilà, je disais, j'en parle parce que c'est le front le plus important de l'Ukraine, hein, de toute l'Ukraine. Donc tout le monde en parle et voilà, tout s'effondre. Bref, j'ai beaucoup parlé, donc on va immédiatement passer maintenant aux articles. Commençons. Alors avant de commencer vraiment dans les sujets qui nous intéressent, on va faire juste une petite suite des affaires de corruption dont je vous avais longuement parlé la semaine dernière, puisqu'il y a eu un rebondissement. On a Zelensky limoge son plus proche allié, Yermak, suite à une enquête pour corruption de grande envergure. Andrei Yermak est considéré comme le deuxième homme le plus puissant d'Ukraine, mais ses tentatives pour affaiblir les organismes de lutte contre la corruption lui ont valu des critiques croissantes. Alors aussi, on apprend que le Bureau national anticorruption d'Ukraine, le NABU, et le Bureau du procureur spécial anticorruption, le SAPO, en réalité SAPO, mènent des perquisitions dans les locaux du chef du cabinet du président de l'Ukraine, a indiqué le NABU. Donc en plus, Yermak se fait perquisitionner par le NABU, car bien évidemment, Yermak est mêlé à cette affaire de corruption jusqu'au cou, et nul n'est dupe. Pour ceux qui connaissent bien Yermak, dont je vous ai longuement parlé depuis très très longtemps déjà, nulle surprise, c'est le vrai cerveau du gouvernement ukrainien depuis déjà très très longtemps. Zelensky se reposait énormément sur lui. Hein, même des grands médias occidentaux avaient déjà révélé qu'en réalité Yermak c'était lui qui faisait tourner l'Ukraine, avec en rôle plus secondaire Kirili Boudanov. Donc ce Yermak là qui est trempé dans des histoires depuis des années et des années, pour ne pas dire des décennies, en réalité cette grande figure du gouvernement est une grande figure de la mafia et représente la quintessence de la corruption. De plus, Yermak a toujours été un des protégés des États-Unis. On dit même que c'est les États-Unis qui ont propulsé Yermak au gouvernement ukrainien. N'oublions pas que ce sont les États-Unis qui, depuis 2014,
font le gouvernement ukrainien. C'est eux qui décident qui va être à quel poste, etc. En réalité. Alors, tout cela est édifiant, bien entendu, mais absolument pas étonnant. Et comme je vous le disais la semaine dernière, les rats quittent le navire. Et les rats quittent le navire, en plus avec grâce, hein, pas avec perte et fracas, hein, nullement. Donc Yermak va certainement, in fine, aller se réfugier aux États-Unis, voilà, et mener la vie belle avec tous ces milliards qu'il a empochés grâce à la guerre en Ukraine. Voilà, bon, un dénouement tout à fait classique et tout à fait attendu. Alors concernant ce théâtre de l'hypocrisie vis-à-vis des pourparlers de paix ukrainiens, on va commencer avec un article d'Anadolu Ajansi qui nous dit les États-Unis tiennent des pourparlers de paix secrets entre la Russie et l'Ukraine à Abu Dhabi. Le secrétaire à l'armée, Driscoll, et une délégation russe ont entamé des discussions lundi soir, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Donc là, c'est le 25 novembre. Le secrétaire à l'armée américaine, Dan Driscoll, est arrivé lundi à Abu Dhabi pour des entretiens avec le chef du renseignement militaire ukrainien et une délégation russe en vue d'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en cours, a rapporté le Financial Times. Citant un responsable américain et 2 personnes au fait de la réunion, le rapport indique que Driscoll et les Russes ont entamé des pourparlers lundi soir et que les discussions devaient se poursuivre mardi. Selon le rapport, Driscoll devait rencontrer Kirilo Boudanov, le chef de la direction principale du renseignement, GUR. Alors, GUR, c'est le terme russe, hein. Le terme ukrainien, c'est SBU. Du ministère ukrainien de la Défense. Le rapport ne permettait pas de savoir dans l'immédiat si les 3 parties présentes à Abu Dhabi se réunissaient conjointement ou tenaient des discussions séparées. Je pense plutôt que c'est la deuxième option. Donc vous voyez, si on en croit le Financial Times, eh bien les Américains, les Russes et les Ukrainiens parlent ensemble sur la fin de l'Ukraine, hein, comment l'Ukraine va capituler en réalité, hein, sous quelles conditions. Car je vois mal un plan de paix avec les 28 points, les 19 points, bon tout ça, c'est l'Occident qui prend ses désirs pour des réalités. Je suis fermement convaincu qu'à la fin, ça va se finir par une petite capitulation de l'Ukraine. Alors, pas dans l'entièreté de son territoire, mais à minima, et je dis bien à minima concernant les 4 oblasts et la Crimée. Ça, c'est le minimum du minimum. Et ça va se finir comme ça, avec évidemment une décision russe suprême. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, le juge de tout cela, ça va être la Russie. C'est comme ça que je le sens, tout du moins c'est mon humble avis, nous verrons bien. Mais là, si l'on en croit le Financial Times, le fait qu'il y ait déjà des pourparlers entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, bon, voilà, ça montre déjà que le fruit est mûr et qu'il va tomber incessamment sous peu. Alors évidemment, le fait que c'est été révélé que Boudanov, donc le chef du SBU, participe à cela, vous vous doutez bien que Boudanov, qui a déjà subi pas mal de menaces de mort, hein, déjà en Ukraine depuis quelque temps, et oui, il y a peu de gens qui le savent, mais Boudanov est très menacé parce que il commence à changer de ton quand il est interviewé. Et n'oublions pas que sa dernière intervention que je vous avais montrée à la télévision ukrainienne, où il disait que il y aurait vraisemblablement pas de cessez-le-feu, et sans cessez-le-feu, l'Ukraine va perdre la guerre contre la Russie, et pire encore, il risque fort que l'Ukraine disparaisse. Alors, je vous avais montré cette interview à la télévision ukrainienne de Boudanov disant cela. On a un Boudanov qui commence à changer d'avis radicalement et donc devenir un ennemi de l'État. Voilà, et comme c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'allégations défaitistes ou fatalistes, comme on voudra, même s'il y allait crescendo, hein, le dernier c'est évidemment l'apothéose. C'est pour ça qu'il avait déjà eu des menaces de mort.
Et devinez par qui venaient ces menaces de mort, d'après l'entourage de Boudanov? Eh bien du bataillon Azov. Tiens, 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 comme par hasard. Donc, est-ce que Zelensky va faire quelque chose pour protéger Boudanov? Je ne le pense pas, parce que Boudanov fait partie de ces quelques prétendants à la présidentielle, évidemment, qui font de l'ombre à Zelensky. Voilà, donc c'était très intéressant de commencer par cet article qui en dit très très long sur les vrais pourparlers, c'est-à-dire non pas ceux que l'on voit dans les grands médias, mais les pourparlers qui se passent en coulisses. La suite de ce cirque diplomatique continue au 26 novembre avec NBC News qui nous dit: le secrétaire à l'armée américaine a averti l'Ukraine d'une défaite imminente tout en faisant pression pour un plan de paix initial. La réunion de la semaine dernière n'était que le dernier exemple en date d'une longue série de divisions au sein de l'administration Trump sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors pourquoi il y a une division au sein de l'administration Trump? Il faut savoir que concernant l'Ukraine, il y a deux camps présentement dans le gouvernement Trump. Il y a en gros le camp J.D. Vance et Steve Witkoff qui est qu'il faut faire pression sur l'Ukraine pour que l'Ukraine accepte la défaite et fasse des concessions vraiment majeures. Et puis il y a Carlo Rubio, c'est lui, le camp des néocons, qui lui voudrait faire absolument pression au maximum sur la Russie pour que la Russie lâche du lest envers l'Ukraine. Donc complètement l'inverse. Donc on a un camp américain qui est complètement divisé quant à la question de la résolution de la guerre en Ukraine, avec des vues radicalement différentes. Bref, continuons. Là, on a Driscoll a déclaré à ses homologues que les troupes étaient confrontées à une situation désespérée sur le champ de bataille et qu'elles allaient subir une défaite imminente face aux forces russes, ont indiqué à NBC deux sources proches du dossier. Les Russes intensifiaient leurs attaques aériennes et leur rythme, et ils étaient capables de poursuivre le combat indéfiniment, leur a indiqué Driscoll, selon les sources. La situation de l'Ukraine ne ferait qu'empirer avec le temps, a-t-il poursuivi, et il était préférable de négocier un accord de paix dès maintenant, plutôt que de se retrouver dans une position encore plus affaiblie à l'avenir. Alors, il faut savoir que cette conclusion, elle a été faite par Monsieur Lavrov il y a de cela plus d'un an et demi. Et oui, il y a plus d'un an et demi, Monsieur Lavrov avait dit qu'il valait mieux que l'Ukraine accepte un plan de paix russe tel qu'il avait été fixé avec Istanbul Plus, et s'il refusait absolument ce plan-là, eh bien cela empirerait de manière majeure la situation déjà critique de l'Ukraine à cette époque-là. Donc Lavrov l'avait déjà prévenu. Et puis d'ailleurs, c'est un constat qu'on avait tous, bien évidemment. En réalité, ce que dit Driscoll maintenant est une véritable lapalissade depuis déjà au moins 2 ans. En réalité, bien entendu que si l'Ukraine n'acceptait pas le plan russe dès le départ, eh bien les Russes continueraient. Bien évidemment, ils n'allaient pas abandonner alors qu'ils sont sûrs de leur victoire. Tout ça était purement ridicule. Mais bon, il faut attendre qu'un Américain éminent pour qu'enfin on désigne l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire la défaite inéluctable de l'Ukraine. Et malgré les rodons-montades qu'on a entendus pendant près de 3 ans, concernant les généraux et colonels de plateau qui nous disaient que l'Ukraine ne pouvait que gagner, bien évidemment, puisque l'OTAN était derrière. Donc c'était une évidence pour eux. Et la Russie a été tellement mal commandée, les munitions de la Russie étaient tellement épuisées, ils étaient tellement mauvais, c'était tous des drogués. Et oui, souvenons-nous de ces consultants et consultantes ukrainiennes de plateau qui nous disaient que
ah, ils avaient vu des témoignages de capitaines et commandants ukrainiens et ils voyaient les soldats russes qui agissaient comme des zombies, comme s'ils étaient drogués, comme s'ils ne se rendaient pas compte de leur situation. Et même quand les Ukrainiens faisaient des vagues de massacres parmi les Russes, eh bien ceux-ci marchaient sur leurs camarades et continuaient à avancer malgré tout, l'air hagard, ne se rendant pas compte de ce qu'ils font. Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés? Vous vous rendez compte? Bon, bref, il a fallu un haut responsable militaire américain pour dire la vérité et qu'enfin l'Occident écoute. Je dis bien écoute seulement, hein, avec respect. Mais comme on va le voir, l'Union européenne n'est pas du tout d'accord avec ce constat-là, n'est pas du tout d'accord avec les propos de Driscoll. Bon, bref, allez, je continue. Et ce n'était pas tout. La délégation américaine a également déclaré que l'industrie de défense américaine ne pouvait plus fournir à l'Ukraine les armes et les systèmes de défense aérienne nécessaires à la protection des infrastructures et de la population du pays, selon les sources. Et voilà, on a un Driscoll qui, pour faire bonne mesure, finit sur la touche ultime, c'est-à-dire que bon, bah, les États-Unis, en gros, vont abandonner l'Ukraine, puisque de toute manière, non seulement ils ont d'autres chats à fouetter, mais en plus, bah, ils n'ont plus rien. Et ça, par contre, c'est vrai. Ils ont épuisé complètement leur stock. Donc, il faut qu'ils refassent leur stock. Parce que, bon, bah, la guerre en Ukraine, c'est bien beau, mais en réalité, ce n'est pas leur guerre. Et ils visent autre chose, de quelque chose de bien plus gros, et qui est en réalité la Chine. Donc, il leur faut absolument garder en stock pour pouvoir armer Taïwan, qui est le véritable objectif futur, et non pas bien entendu l'Ukraine, cela va de soi. Donc tout cela est très inquiétant pour l'Ukraine, qui en réalité a dépassé ce stade, et même a dépassé le stade désespéré. Là, les rats quittent le navire, et des milliards commencent à être mis dans des comptes offshore, d'après ce que j'ai pu voir, afin de prévoir le futur et la fin de l'Ukraine, et donc de pouvoir très très vite s'exiler de l'Ukraine. On parle évidemment de tous ces gens corrompus qui ont volé des dizaines de milliards de dollars ou d'euros à l'Occident. Ils préparent déjà leur fuite, ou pour être plus précis, leur exil doré. Ensuite, on a les dirigeants européens accusent les États-Unis de trahison au sujet de l'Ukraine. Alors pourquoi les dirigeants européens sont très en colère vis-à-vis des États-Unis? Et d'une, c'est parce que le plan de paix a été fait exclusivement par les Américains et pas du tout avec la Russie, comme je vous avais déjà donné le scoop la semaine dernière. Je vous avais déjà confirmé cela parce que c'était une évidence, non pas parce que j'avais des preuves, mais parce que c'était une évidence, parce que dans les 28 points, évidemment, il y avait tout un tas de points que la Russie n'aurait absolument jamais accordé, bien évidemment. Et d'ailleurs, cela a été confirmé quelques jours après la sortie de ce plan, qui est une fuite, ne l'oublions pas, par le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, qui a dit que non, la Russie n'était pas au courant de l'entièreté de ce plan américain, et qu'en gros, il découvrait l'entièreté grâce à la fuite. Fuite américaine, donc ça aussi, ça a fait hurler tout le monde. On ne sait pas qui a fait la fuite. En tous les cas, voilà, les Américains ont fait fuiter, car bien évidemment, il n'y a pas de hasard, ils ont fait fuiter ce document exprès, peut-être pour que cela échoue. Et oui, la propagande anti-russe, cette russophobie qui nous est inculquée de force au sein de l'Union européenne, permet de faire un sentiment d'angoisse générale, permet de faire flotter le fait que la Russie pourrait un jour envahir l'Europe. Et cela permet de continuer d'armer le complexe militaro-industriel européen. Et donc, comme l'Europe achète principalement américain, d'alimenter le complexe militaro-industriel américain. Parce qu'à la fin, on en vient toujours là, le complexe militaro-industriel américain qu'il faut coûte que coûte faire tourner, quoi qu'il arrive.
C'est pour ça que les États-Unis ont toujours besoin d'être en guerre, quelque part dans le monde. Ils doivent créer un chaos, quelque part. Ça leur est absolument vital pour les États-Unis. Sinon, ils perdraient leur hégémonie mondiale, qui est quand même leur but ultime et de tout temps d'ailleurs. Donc tout ça est absolument nécessaire. Cet état de guerre un peu généralisé dans l'Europe doit absolument continuer. Cela est au grand bénéfice des États-Unis, mais aussi au grand bénéfice de l'Union européenne, pas économiquement, pas militairement, mais vis-à-vis de l'État profond de l'Union européenne. Et oui, parce que l'État profond qui contrôle l'Union européenne ainsi que les États-Unis, eh bien, il a besoin d'un état de guerre permanent, comme je viens de vous le dire. Donc, sauf que cela se fera, bien entendu, au détriment de l'Union européenne, quel que soit le coût. Tant que les États-Unis en sortent grand gagnants, les États-Unis qui est le vrai maître, hein, le vrai marionnettiste, l'Union européenne n'est que la marionnette qui obéit à son maître et n'a pas de choix d'ailleurs. Donc tout est cohérent à leur niveau. Hein. Vous comprenez pourquoi ce narratif anxiogène anti-russe est absolument indispensable. Voilà, comme ça vous comprenez tout. Alors le fait que l'Union européenne accuse les États-Unis de trahison, bon, tout ça, ça fait partie du spectacle, hein, bien évidemment. Bref, ce sont des mots bien grandiloquents de la part de l'Union européenne. Et on sait tous très bien qui est le maître et qui est l'esclave, et qui à la fin se couchera devant le maître, comme d'habitude. Et enfin, pour clore ce sujet du plan de paix, on a Online US, c'est-à-dire un journal ukrainien qui nous dit Poutine a rejeté la possibilité que la Russie fasse des concessions dans un accord de paix avec l'Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré saluer les efforts américains visant à trouver une solution pacifique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais a souligné qu'il n'y aurait aucune concession de la part de Moscou à cet égard. Et oui, il ne saurait être question de concession ni d'abandon de notre position sur ces points clés de la résolution des problèmes qui nous attendent, y compris dans le cadre du SVO. Le SVO, c'est l'opération militaire spéciale, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, ce que je vous avais dit précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ça clôt le problème, hein, puisqu'on a un entre-soi absolument énorme entre les États-Unis, l'Ukraine et l'Union européenne. Quoi, peut-on parler de l'Union européenne qui a été complètement mis hors jeu par Donald Trump, mais l'Union européenne veut être dans le jeu, malgré tout, hein, gesticule, hein, fait des moulinets avec ses bras. Mais vous avez tous noté que l'Occident fait de l'entre-soi, hein, c'est le trio gagnant, l'Union européenne, l'Ukraine, les États-Unis. Mais en aucun cas on ne prend en considération les désirs de Moscou. Et Moscou n'a toujours pas changé dans ses désirs. Même si Moscou fait un petit peu semblant d'être motivé pour participer au plan de paix par-ci, par-là, en coulisses, de manière un petit peu secrète, etc., pour faire un peu durer, hein, parce que évidemment Moscou joue la montre, Moscou doit avancer sur le terrain, atteindre tous ses objectifs, donc elle joue la montre. Et oui, on en revient à ce que je disais il y a un moment déjà dans cette vidéo, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus cela profite à la Russie. Bien sûr, hein, plus les Ukrainiens refusent un plan de paix, refusent les désirs de Moscou, plus la défaite de l'Ukraine sera écrasante. En réalité, Moscou attend une véritable capitulation de l'Ukraine afin que Moscou puisse réaliser tous ses desseins, hein, qui ont été dits depuis déjà près de 4 ans et qui n'ont pas bougé d'ailleurs. Donc oui, Moscou joue la montre, oui, Moscou a encore besoin de temps avant d'établir tous ses buts, bien sûr. Tout le monde l'aura compris quand même, quoi, tout du moins j'espère. Mais en attendant, Moscou subit d'énormes pressions de l'Occident, justement parce que l'Occident ne veut pas que Moscou atteigne tous ses objectifs. Parce que si Moscou atteint tous ses objectifs, eh bien c'est l'OTAN qu'aura perdu. Et oui, pas l'Ukraine, l'OTAN. En réalité, l'Occident.
hein. Et même pour être encore plus précis, ce sera l'Europe et les États-Unis qui auront perdu face à la Russie. Et non seulement l'Occident subira une défaite cuisante militaire, mais en plus subira une humiliation terrible. Et cette humiliation et cette défaite marqueront les esprits pendant très longtemps et bien évidemment au grand bénéfice de la Russie. En relation avec les pourparlers de paix, on a le New York Times qui nous dit « L'Ukraine et les États-Unis font état de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre avec la Russie. Quel progrès? On ne le sait pas. » Comme d'habitude avec l'Union européenne ou les États-Unis, on s'auto-congratule, on s'invente des victoires à l'image de Trump qui s'est inventé plein de négociations de paix qu'il a menées brillamment à au moins 8 reprises dans le monde et qui a permis d'éviter une guerre à chaque fois. Bon, là, c'est de la même veine, hein. Là, il y a marqué, alors même que les négociations sur sa proposition de paix étaient toujours en cours, le président Trump s'en est pris violemment à l'Ukraine, accusant les dirigeants du pays d'ingratitude envers le soutien américain. Bref, on tourne encore en rond, on a encore Trump qui accuse l'Ukraine d'ingratitude envers tout ce que les Américains ont fait. Alors bien sûr, ce cirque où Trump utilise encore cet argument d'ingratitude envers l'Ukraine, c'est une menace à peine voilée. C'est pour dire, bon, vous êtes encore ingrat de ne pas accepter mon plan de paix. Oh là là, là vraiment, j'en ai vraiment marre. Je vais vous abandonner si vous continuez à vous entêter. Voilà, c'est ça que ça veut dire, hein, ce spectacle où l'Ukraine est ingrate envers les États-Unis. Bon, évidemment, faut le comprendre comme ça. Alors maintenant, concernant les velléités de l'Union européenne afin de voler les avoirs russes gelés, on a ici Politico qui nous dit les alliés de l'Union européenne font pression sur la Belgique concernant ses recettes fiscales provenant des avoirs gelés de la Russie. Les gouvernements européens font pression sur Bart de Wever pour qu'il autorise le transfert des fonds russes à Kiev sous forme de méga prêts. Mais il n'y a qu'un petit problème. Le ministre belge Bart de Wever résiste et a même durci son opposition jeudi soir, arguant que la Belgique sera tenue responsable si Moscou récupère les milliards. Et oui, on a un Bart de Wever qui résiste et jusqu'au bout. Il a même surenchéri dans sa résistance aux grandes dames de Van der Leyen et de l'Union européenne tout entière, bien évidemment. Ici, Newsweek qui nous dit l'Allemagne dévoile son projet de créer l'armée la plus puissante d'Europe. Les parlementaires allemands ont dévoilé un nouveau plan pour le service militaire visant à augmenter les effectifs. Berlin cherchant à créer l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Bon, il n'y a qu'un petit problème, c'est que la Pologne a exactement le même objectif. Alors, qui va être vraiment l'armée la plus puissante d'Europe, la Pologne ou l'Allemagne? Bref, nous voyons là la folie des grandeurs, comme j'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises. Je ne vais pas y revenir ici, mais en tous les cas, une chose est sûre, tous ces efforts titanesques dans la défense, eh bien, il faudra bien qu'on paye tout cela. Et oui, donc une augmentation d'impôts me semble absolument inévitable. Et d'autres taxes, bien sûr, pour payer cette folie face à une menace fantôme qu'est la Russie qui voudrait évidemment envahir l'Europe. Armement maintenant, et là on a Military Watch Magazine qui nous dit l'Allemagne livre de nouveaux systèmes de défense aérienne à longue portée patriotes à l'Ukraine. Peuvent-ils arrêter les attaques de missiles russes? Vous connaissez tous déjà la réponse, c'est-à-dire bien sûr que non. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? On apprend que l'Ukraine a reçu 2 systèmes patriotes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'un coût unitaire estimé à 2,5 milliards de dollars. Hein, c'est le système Patriot complet. Le Patriot est de loin le système d'armes le plus coûteux déployé par les forces armées ukrainiennes. Et son financement s'est avéré particulièrement onéreux pour l'Allemagne et les autres pays du bloc occidental. Donc là, je suis surpris d'un tel montant, 2,5 milliards de dollars, un système complet patriote. Donc il y a eu une grosse inflation puisque il y a ne serait-ce que à peu près 2 ans, un système patriote complet
coûtait 1,1 milliard de dollars. Donc vous voyez qu'il y a eu une énorme inflation quant à ce système, ce qui dessert énormément à la fois les États-Unis, mais aussi l'Ukraine. Alors le dernier article qui concerne l'armement, on a Moscou dévoile le drone RD-8, un vaisseau mère contrôlé via Starlink pourtant indisponible en Russie. L'utilisation de cette technologie simplifie grandement l'utilisation de drones par l'armée russe sur le front ukrainien, car Starlink fonctionne en Ukraine, contrairement à la Russie. Alors voici le vaisseau mère entre guillemets, hein, donc c'est un porte-drone pour être plus exact, d'environ 3,80 m d'envergure, hein, ayant une autonomie de 150 km et pouvant porter une charge utile de 35 kg. Il porte un drone sous chaque aile et chaque drone qu'il peut emporter ont une charge utile chacun de 3 kg. Donc bon, bah, c'est une bonne idée pour envoyer des drones très en profondeur, hein, puisque je vous rappelle que les petits drones ont en général une autonomie de 20 à 45 km. Donc là, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Alors ce drone, entre guillemets, vaisseau mère, peut faire aussi office de drone de reconnaissance. Et dans ces cas-là, il peut aller beaucoup plus loin, il a une autonomie beaucoup plus grande. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et mieux encore, si vous appréciez vraiment mes vidéos, vous pouvez me faire un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.